Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce récapitulatif des faits marquants de la semaine, dont voici les principaux axes. Les responsables du Forum des forces sociales de Guinée ont exprimé dans une déclaration leurs préoccupations sur la vision du CNRD de remplacer les conseils de quartier et de district dans le pays. La structure sociale dénonce par ailleurs le silence de la Cour suprême qui a été saisie du dossier depuis un an. Le porte-parole du Forum a par la même occasion alerté l'opinion sur l'expiration du mandat des délégations spéciales installées en avril 2024. Explication à suivre. Et puis, près d'une année après les négociations tripartites et les 4 points d'accord entre le gouvernement, le mouvement syndical et le patronat ont-ils été respectés? En tout cas, le président de la commission de négociation du mouvement syndical affirme qu'aucune revendication n'a été satisfaite jusque-là. Si rien n'est fait, la réaction de la classe ouvrière ne va pas se faire entendre. Explication à suivre. Et notre reportage de la semaine nous amène à l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives pour parler de la consommation grandissante de la drogue couche, un phénomène devenu préoccupant en Guinée qui tue de nombreux jeunes. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans une déclaration rendue publique dans la nuit du jeudi 17 octobre 2024. Les responsables du Forum des forces sociales de Guinée expriment leurs préoccupations sur la vision du CNRD de remplacer les conseils de quartier et de district dans le pays. À cet effet, les forces sociales condamnent ce qu'elles appellent le silence de la Cour suprême de statuer sur le sujet au regard de la loi. Dans une interview accordée à notre rédaction cette semaine, le porte-parole a réitéré ses inquiétudes. Par la même occasion, l'acteur de la société civile alerte également sur l'expiration du mandat des délégations spéciales en fonction. On se bat le balai. Le sujet remonte en août 2023 quand le président de la transition a pris un décret autorisant les gouverneurs de région de procéder au remplacement des conseils de quartier et de district. Le Forum des forces sociales de Guinée a à cette époque saisi la Cour suprême pour demander l'annulation de ce décret. Une année après, aucune suite favorable n'est donnée à la structure dans ce sens. Dans une déclaration rendue publique ce 17 octobre 2024, les responsables de la structure sociale sonnent l'alerte pour faire revivre leurs demandes. Oui, mais ça a pris du temps. C'est vrai que vous me direz que le temps de la justice n'est pas le temps tout court. Mais nous, on pense qu'au bout d'un an, on aurait pu épuiser ce dossier. Malheureusement, jusqu'à présent, nous avons commis des avocats, nous avons engagé un cabinet pour poursuivre cela. C'était par rapport à la suspension des chefs de quartier c'était pour cela. Il fallait qu'on se pose la question parce que ça prend du temps. Il fallait au moins réchauffer la chose. Assister au remplacement des conseils de quartier et de district pendant cette transition, surtout au moment où des voix s'élèvent pour demander une candidature du général Mamadi Doumbouya, préoccupe Ibrahima Balaya Diallo, porte-parole du Forum des forces sociales de Guinée. Si aujourd'hui on a suspendu les chefs de quartier et on veut en avoir d'autres de nouveaux, mais qu'est-ce qu'on sous-entend derrière? D'autant plus qu'il y a une rumeur, le bruit court. Il est assourdissant même d'ailleurs ce bruit, pour nous dire que probablement le général sera candidat. Et on sait l'attitude des autorités administratives et des autorités locales par rapport au processus électoral. Cet acteur de la société civile guinéenne appelle à la vigilance sur le mandat des délégations spéciales qui, selon Ibrahima Balaya Diallo, est arrivé à terme après 6 mois de gestion. Il ne faut pas perdre de vue les présidents de délégations spéciales. C'est une fois, c'est 3 mois renouvelables une seule fois. Donc on va arriver à échéance à la fin du mois d'octobre. Et tout ça aussi, il faudra penser à ça aussi. Dans l'actualité de cette semaine aussi, près d'un an depuis les négociations tripartites, le respect des 4 points d'accord entre le gouvernement, le mouvement syndical et le patronat traîne toujours. Selon le président de la commission de négociation du mouvement syndical, aucune de ces revendications n'est jusque-là satisfaite depuis le 15 novembre 2023. En conséquence, Abdoulaye Barry n'exclut pas une réaction de la classe ouvrière pour se faire entendre si le gouvernement ne se bouge pas. Amara Bangora.
Ces points vont de la mutualisation des moyens de transport pour faciliter la mobilité des fonctionnaires et des contractuels de l'État à l'acquisition des nouveaux bus par le gouvernement, en passant par l'octroi des passeports de service pour les membres des bureaux exécutifs des centrales syndicales et les secrétaires généraux des différentes fédérations syndicales, sans oublier l'ouverture des négociations tripartites pour une revalorisation du salaire de base des travailleurs des secteurs privés et mixtes. Des points d'accord qui peinent à voir le bout du tunnel selon le mouvement syndical qui les considère comme acquis non négociables. Ce n'est pas une revendication, mais c'est une réclamation. C'est ce qu'on appelle la réclamation syndicale. La réclamation sur le droit. Nous n'allons plus négocier les points qui sont acquis. L'intégration des agents en activité de la RTG à la fonction publique fait aussi partie. Ces réclamations ont fait l'objet d'un courrier de rappel adressé au gouvernement à travers le ministre du Travail et de la fonction publique. Bien qu'aucune action ne soit entreprise pour le moment, le président de la commission de négociation du mouvement syndical envisage une rencontre décisive si le gouvernement ne réagit pas. Il faut que nous nous retrouvons avec nos camarades en mouvement syndical et prendre une décision. La décision qui sera prise au niveau de la réunion du mouvement syndical, c'est cette décision qui peut être appliquée. Pour rappel, les 4 points font partie des points d'accord tripartites entre le gouvernement, le patronat et le syndicat en date du 15 novembre 2023. La journée mondiale de l'alimentation a aussi été célébrée cette semaine et c'était le 16 octobre, considérée comme l'une des journées les plus célèbres par l'ONU parmi toutes les autres à cause de la sensibilité du mot faim dont plusieurs populations en souffrent. L'occasion a été donnée pour faire des sensibilisations sur la nécessité d'accéder à la nourriture pour chaque citoyen où qu'il se trouve, puisque plus de 2 milliards de personnes souffrent de manque de nourriture dans le monde. Ansoubaï Le Baldé pour en savoir davantage. Environ 2,8 milliards de personnes dans le monde souffrent d'un manque de régime alimentaire adéquat selon les Nations Unies. C'est pourquoi elle en appelle à l'implication de tous pour remédier à ce phénomène. Gouvernants, population, organisations de la société civile, secteur privé, particulier, chacun est invité à apporter son grain de sel pour minimiser la faim sous toutes ses formes au sein de la communauté mondiale. S'inspirer pour agir, ce slogan des Nations Unies a tout son sens pour parler de l'alimentation en faveur de populations mondiales. Tous ont un rôle à jouer pour lutter contre les inégalités et la pauvreté, faire des choix alimentaires sains pour accroître leur disponibilité, réduire le gaspillage alimentaire et protéger l'environnement. Les efforts doivent être fournis ensemble pour garantir à tous l'accès à des aliments suffisants, diversifiés, nutritifs et sûrs. Et donc, une action collective est organisée dans 150 pays à travers le monde en 50 langues pour une sensibilisation des populations de créer un meilleur avenir de l'alimentation et plus durable pour tous. Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur est le thème mondial de cette journée de l'alimentation. Pour la circonstance, les Nations Unies lancent un concours de créativité sur les enfants de 5 à 19 ans en lien avec la malnutrition. Et c'est jusqu'au 8 novembre prochain. Un rappel, en 2021, près de 690 millions de personnes ont souffert de la faim, soit 8,9% de la population mondiale selon les estimations de l'UNESCO. Une augmentation de 10 millions de personnes en un an et près de 60 millions en 5 ans. D'une célébration à une autre, ce jeudi 17 octobre 2024, l'humanité a célébré la journée mondiale de la lutte contre la pauvreté et la misère. L'objectif de cette célébration est d'éradiquer l'extrême pauvreté et d'assurer un accès satisfaisant aux ressources économiques pour tous partout dans le monde. En Guinée, la pauvreté est bien réelle. Dans les marchés comme dans les ménages, le constat est alarmant. Les denrées de première nécessité sont chères. À cela s'ajoutent les conditions financières difficiles. Amanatou Diallo et Cabinet Sano, reportage. Au marché de Matoto, nous avons trouvé Fatoumata Bintabari et Zainab Touré, vendeuses de produits alimentaires. Par manque de clientèle, elles se plaignent de la conjoncture économique qui frappe de nombreux Guinéens en ce moment.
Nous sommes tellement pauvres que même le manger, on gagne difficilement. Auparavant, nous avions l'habitude d'acheter un sac de riz à 250 000 francs guinéens. Actuellement, nous achetons le même sac de riz à 280 000. Il est impossible pour moi de vous décrire à quel point nous sommes affectés. Nous demandons aux autorités du pays de maintenir le prix des denrées de première nécessité. Les produits de première consommation sont très coûteux sur nos marchés. Nous sommes désorientés et nous ne savons plus quoi faire. Je vous donne un exemple. Nos clients ont l'habitude d'acheter 1 kilo de riz à 7 000. Le jour suivant, tu lui vends la même chose, mais cette fois-ci à 8 000. Je peux vous assurer qu'il ne l'achètera pas. Nous demandons au président Mamadi Doumbouya de nous venir en aide. Nous souffrons beaucoup. Bien que dotée de ressources naturelles, la Guinée est confrontée à des défis socio-économiques. Selon une étude du Programme alimentaire mondial, 55% de la population vivent dans la pauvreté. 24,4% des enfants de moins de 5 ans souffrent du retard de croissance. La Guinée n'est donc pas à l'écart de ces chiffres alarmants, puisque des citoyens font face à une insécurité alimentaire très aiguë. Pourtant, les autorités de la transition ont annoncé récemment avoir renoncé à 11 000 milliards de francs guinéens pour atténuer la souffrance des populations. Une chose qui tarde à se répercuter dans la vie des Guinéens, à en croire Zainab Silla, mère de famille. Rien n'est abordable dans notre pays. Il semble que chaque jour, on s'enfonce de plus en plus dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Nous, on fait de notre mieux. Mais honnêtement, on ne parvient pas à voir le bout du tunnel. Il est impératif que nos dirigeants nous aident à résoudre cette situation. Par exemple, je vends des poissons. Chaque jour, je subis des pertes. C'est vraiment difficile de s'en sortir avec ça. Le riz, le lait, l'oignon et tant d'autres produits de première nécessité sont de plus en plus chers sur le marché, ce qui rend la situation très difficile pour les consommateurs. Et donc, la journée mondiale de la lutte contre la pauvreté devrait être mise à profit pour prendre des actions fortes afin de minimiser la pauvreté. Cependant, plusieurs Guinéens vivent encore dans la pauvreté, ce malgré que le pays est qualifié de scandale géologique et agricole. La cherté des denrées de première consommation est toujours une réalité en Guinée, ce malgré l'annonce de plusieurs milliards de subventions de ces produits par l'État. Pourquoi cette aide allouée par les autorités n'est pas visible dans le panier de la ménagère? Amanatou Diallo a rencontré Chérif Mohamed Abdallah Aïdara. Il est le président du groupe organisé des hommes d'affaires Goa International. L'économie guinéenne est résiliente. Cependant, celui-ci ne se répercute pas sur le panier de la ménagère. Du riz au lait en passant par l'huile, tout est vendu à des prix jugés très chers par les consommateurs guinéens. Chérif Mohamed Abdallah Aïdara, président du Goa, précise. Presque tous les distributeurs au niveau de tous les marchés jusqu'à l'intérieur du pays sont membres ou sympathisants de notre organisation. On ne nous a pas informés ni impliqués dans ça, donc on ne peut pas savoir. Nous sommes au même titre d'information que vous. Ça devait être le contraire pour qu'on puisse aider les citoyens pour que vraiment cette situation soit profitable pour tout le monde. Pour le président du groupe organisé des hommes d'affaires, il est possible de révolutionner le secteur agricole guinéen. Grâce à l'adhésion des acteurs du secteur, cet homme d'affaires demande l'appui du département de l'agriculture. L'appui de l'État est plus que nécessaire parce que sans l'appui de l'État, on ne peut pas aller loin. L'État peut appuyer dans le domaine, dans tous les domaines, surtout dans la sécurité juridique et judiciaire. L'État peut aussi appuyer pour faire des irrigations un peu partout, nous donner des terres arables. L'État peut faire des appuis en nous donnant des machines agricoles, en nous donnant des moyens et attendre le résultat. Une meilleure autosuffisance alimentaire en Guinée est bien possible. C'est pourquoi le président du Goa International encourage les acteurs de l'agriculture à plus de persévérance. Les agriculteurs, on les encourage beaucoup, on les demande de persévérer parce qu'il n'y a jamais de perte dans ce que nous faisons, toute expérience.
Si vous échouez cette année, il faut avoir le courage et prendre les échecs là et changer de stratégie et être aussi à la hauteur pour l'année prochaine pour pouvoir faire les activités, de ne pas se décourager. La Guinée dispose de nombreuses potentialités agricoles et beaucoup de terres cultivables. La seule façon de faire profiter le pays de toutes ces potentialités est de valoriser le secteur agricole et les acteurs qui évoluent dans ce domaine, a conclu Chérif Mohamed Abdallah Aïdara. Et puis, les cours ont démarré dans les institutions d'enseignement supérieur du pays ce lundi 14 octobre à l'Université générale à Lansana-Conté de Sonfonia. Certains professeurs ont déjà commencé à dispenser les cours, ce malgré la faible présence des étudiants en cette première journée de la rentrée universitaire. Le vice-recteur de l'université affirme que toutes les dispositions préalables avaient été prises pour une rentrée réussie en ce bel. Dans plusieurs salles de classe, nous avons trouvé des enseignants en train de dispenser des cours à des étudiants. Nous sommes à l'Université générale Lansana-Conté de Sonfonia en ce premier jour de la rentrée universitaire 2024. Wali Kondé, philosophe, et Mamadi Sayon Kamara, homme de lettres, ne veulent pas attendre les retardataires après l'ouverture. On n'attend pas un retardataire, nous ne sommes pas à l'école primaire ou bien au collège pour dire qu'il n'y a pas assez d'étudiants. L'étudiant est responsable pratiquement de l'évolution qu'il veut suivre à l'université. Alors aujourd'hui, nous on a démarré, les directeurs de programme nous ont autorisé à lancer le programme, tout est prêt. Ibrahima Diabaté, étudiant en licence 3 lettres modernes, et Sitan Doumbouya, étudiante en philosophie, sont contents de reprendre le chemin de l'université. C'est avec un sentiment de joie. Parce que, comme nous le savons, c'est un calendrier qui est déjà élaboré par le ministère et c'est le calendrier annuel. Ça a été dit le 14 octobre 2024, les cours reprennent sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est pour cela que nous aussi nous sommes là aujourd'hui pour répondre à l'appel du ministère. On ne doit pas rater les cours, ils doivent venir pour étudier comme nous, parce que nous, on vient de loin, mais on a essayé quand même de venir dès le premier jour. Le vice-recteur de l'Université générale Lansana-Conté de Sonfonia, professeur Moya Silla, a exprimé sa satisfaction de l'atmosphère qui prévaut en ce jour. Nous sommes heureux de constater que la reprise a effectivement eu lieu ce matin. Vous savez, le communiqué a été passé il y a un peu longtemps et nous aussi nous avons donné l'information par nos canaux d'information que nous avons habituellement ici. Et je crois que les étudiants ont répondu massivement. Et vous le constatez, il y a des enseignants qui sont déjà en classe. Vous savez, les cours et les inscriptions démarrent au même moment. Et ce qui fait que, peut-être que la reprise est un peu moche, mais de jour en jour, on va connaître un envahissement de la cour. Les nouveaux étudiants de la première année, eux, doivent faire leur entrée le 21 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national, selon le communiqué rendu public par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Cela peut vous paraître inadmissible, mais en Guinée, moins de 700 000 personnes sont légalement connectées au réseau électrique. Les autorités guinéennes qui revendent de l'énergie à perte font aussi face à des consommateurs illégaux qui ne payent aucune facture. Pour mettre fin à cette pratique, des dispositions palliatives sont annoncées à court, à moyen et à long terme. Germaine Amansari. Depuis plusieurs années, la Guinée vend de l'électricité à perte. Un déficit comblé par l'État pour continuer la distribution de cette denrée, devenue aujourd'hui un droit. En dépit de tous ces efforts, certains Guinéens sont illégalement connectés au réseau électrique et ceux qui sont abonnés ne payent pas régulièrement leurs factures ou les payent à ceux qui ne doivent pas procéder au recouvrement. Vous avez le kilowattheure qui est acheté parfois à 1700, à 1800. On vend à des tranches de population à 107 francs, à 300 et quelques francs, parfois 400 francs. Il n'y a que l'État qui paye la différence. Si les gens savaient que la situation dans laquelle on se retrouve, que nous tous, nous sommes responsables de cette situation. Nous tous. La fraude là, sur le terrain, il y a toujours quelqu'un, il n'y a pas de corrompu ou de corrupteur sans corrompu. Il y a toujours quelqu'un qui dit, ah, moi vous pouvez bypasser ma ligne. Mais ceux qui font ça, ce n'est pas des Libériens. C'est nos parents, c'est nos frères.
Sur la question liée à la vente de l'électricité aux pays voisins, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures apporte des précisions. Nous sommes allés à Soapédi Caleta pour voir le niveau de l'eau. Les Chinois nous ont dit à partir de 212, on va déverser. Nous nous sommes battus. Déjà, avec toutes des initiatives pour commencer à exporter de l'électricité. On a deux choix. Soit on verse l'eau et chaque goutte d'eau, c'est de l'énergie. Soit on va verser l'eau, on perd le dollar parce que nos populations de Farana n'ont pas le courant. Ou soit on vend cette énergie excédentaire, le volume d'eau excédentaire à un pays et cet argent, on la récupère pour commencer à investir dans les lignes de transport. Mais les gens n'ont pas compris. L'électricité de Guinée qui est chargée de la distribution déplore le fait que moins de 700 000 Guinéens seulement sont répertoriés dans les bases de données DDG. Son directeur général est sûr que seuls les compteurs prépayés peuvent combler la perte commerciale. La stratégie aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le recouvrement à travers le prépaiement. Pour nous, le prépaiement, c'est une solution win-win. Et pour la société d'électricité EDG, mais aussi pour le client. C'est pourquoi nous parlons d'un client, un compteur. Aujourd'hui, EDG, c'est moins de 700 000 abonnés. Est-ce que vous pensez que ce chiffre, il est exact? C'est pas possible. Parce que tout simplement, il y a plein de personnes qui consomment l'électricité et qui ne sont pas abonnés. Et nous travaillons en ce moment à finaliser le plan stratégique 2025-2029 de l'électricité de Guinée. Pour éviter la crise énergétique qu'a traversé la Guinée il y a quelques mois, les acteurs en charge de l'énergie s'activent pour trouver des solutions dans la durée. Je vous l'annonçais au sommaire et c'est notre reportage de la semaine. C'est un phénomène devenu préoccupant en Guinée. Il s'agit de la consommation grandissante de la drogue couche qui tue de nombreux jeunes et de femmes. À l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives, le directeur général parle de 12 cas de découverte macabre enregistrés pendant les 6 derniers mois en Guinée. C'est notre reportage de la semaine et il est signé Ansoubey Lebelde. Plusieurs corps ont été découverts ces derniers jours un peu partout à Conakry. Dans la plupart, l'on parle de décès liés à la consommation de la drogue, ce qui fait que la situation devient de plus en plus préoccupante. Sur le sujet, le directeur général de l'Institut itinérant de la formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives parle des statistiques relatives à la consommation des différentes drogues en Guinée. Maintenant, comme vous le savez, 65% de la population guinéenne est jeune. Aujourd'hui, la prévalence de la consommation de la drogue chez les jeunes de la tranche d'âge de 15 à 18 ans, la drogue couche est de 0,94%. La chicha est de 45%. Donc c'est une préoccupation nationale à tous les niveaux. C'est la raison, nous sommes d'arrache-pied, l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives, et d'arrache-pied d'aller dans les débarcadères, dans les écoles, dans les universités, dans les postes frontaliers pour sensibiliser les jeunes en vue d'un changement de comportement vis-à-vis de ces nouvelles tendances de drogue qui fait des ravages dans notre pays. Selon Dr Tchernoba, la drogue couche fait des victimes plus que toutes les autres drogues en Guinée. Et c'est vrai, il y a eu ces derniers 20, on va dire c'est la semaine dernière, juste à l'intervalle de 72 heures, il y a eu des cas de décès liés à la consommation de la drogue aux couches et d'autres substances toxiques. C'est une préoccupation nationale. Retenez que la drogue couche est une épidémie. C'est une maladie. La consommation de la drogue est une maladie. Nous, notre rôle, c'est de faire tout ce qui est prévention. Et dans la prévention, il y a 3 types de prévention. La prévention primaire, c'est sensibiliser les jeunes qui n'ont jamais touché à la drogue de ne pas toucher. La prévention secondaire, c'est mettre en place des dispositifs de prise en charge, c'est-à-dire des structures, des centres de santé pour que les gens puissent accéder aux soins. Et la prévention tertiaire, c'est insérer les usagers de drogue. Après le traitement, on vous insère
parce que vous êtes des citoyens guinéens. Pendant les 6 derniers mois, la Guinée a enregistré 12 cas de personnes mortes en lien avec la consommation de la drogue. Ces statistiques sont livrées par le directeur général de l'Institut itinérant de la formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives. Pour finir, le Sili Senior a engrangé 6 points à l'issue de sa deuxième victoire dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les poulains de Michel Doucier se sont imposés sur un score de 3-0 contre l'Éthiopie avec une performance XXL de l'attaquant Serhou Guirassy qui a planté un doublé après son triplé du match aller. Cette victoire est le résultat d'un travail accompli en dehors et sur le terrain selon Michel Doucier. Mamadou Tanouba. D'entrée de jeu, Michel Doucier a salué ce qu'il qualifie de performance XXL de son attaquant Serhou Guirassy. C'est une performance XXL et bon, je sais que ça rassure tout le monde sur son état. Il y a eu des doutes à un moment donné. Je pense qu'il est venu mettre tout le monde d'accord au niveau de son efficacité et de marquer 5 buts comme ça en 2 matchs. Ça reste une performance très appréciée. Le secret de cette victoire repose sur le travail fait sur et en dehors du terrain, selon Michel Doucier. Il y a un travail sur le terrain, il y a un travail aussi en dehors du terrain. Il faut donner de la confiance. Il faut aussi titiller les égos, la fierté justement de rebondir après ces 2 défaites initiales. Après ces 6 points, le sélectionneur guinéen Michel Doucier se projette déjà sur le match contre la RDC en novembre prochain. Le travail n'est pas terminé. Déjà, on n'est pas qualifié. Il ne faut pas tomber dans une douce euphorie. On a encore 2 rendez-vous en novembre. Il faudra aller chercher la qualification. Déjà se concentrer sur ce match contre la RDC. Je pense que les joueurs ont à cœur aussi de gagner un 3e match d'affilée et puis aussi en même temps il y a une petite revanche à prendre sur la RDC, je crois. Donc voilà, il y a de la motivation qui va être là. Après, derrière, tout ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de prendre des points. Cette double victoire repositionne le Sili national à la 2e place de son groupe dominé par la RD Congo. Et voilà, ainsi prend fin ce magazine. À tous, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kaby TV. Au revoir.